tout juste 19h30 heure d'Alger, vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi son Excellence, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Abdallah Ben Nasser El Boussaïri, qui lui a transmis un message de son Altesse royale, le prince héritier du Royaume Mohammed Ben Salman. En prit part à cette rencontre le directeur de cabinet de la présidence de la République Boualam Boualam et le conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques Ammar Abba. Toujours en Algérie, le coup d'envoi de la 13e édition du Salon international NAPEC 2025 qui a été donné ce lundi au centre des conventions d'Oran avec la participation de 500 exposants. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab. Cet événement a réuni plus de 60 pays intervenant à l'ouverture officielle de la 13e édition du Salon et conférence internationale sur l'énergie et l'hydrogène en Afrique et en Méditerranée. Mohamed Arkab a mis en avant la politique du gouvernement visant à tracer une vision claire pour le développement et la modernisation du secteur des hydrocarbures, permettant à l'Algérie de faire face efficacement aux mutations mondiales des marchés de l'énergie. On l'écoute. L'Algérie poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités d'exploration et de production, ainsi que pour développer les technologies de l'industrie pétrochimique et du raffinage du pétrole afin de créer une valeur ajoutée et de réduire la dépendance aux importations à l'avenir. Pour la période 2025-2029, l'Algérie prévoit de mettre en œuvre plusieurs projets stratégiques dont 80% seront consacrés aux activités d'exploration et de production, tandis que le reste sera destiné aux projets de raffinage et de pétrochimie, tels que la raffinerie de Hassim Saoud, les unités de production de méthanol d'essence sans plan de gasoil, ainsi que d'autres installations industrielles majeures. Et toujours dans le même contexte, Mohamed Arkab a affirmé que l'Algérie poursuivait ses efforts pour renforcer ses capacités d'exploration et de production en prévoyant de consacrer pour la période 2025-2029 80% des projets stratégiques à ces deux domaines. On l'écoute. L'Algérie œuvre à renforcer ses réseaux de transport de gaz tant au niveau national qu'international en assurant une distribution sûre et flexible grâce à des projets stratégiques à l'image du méga-projet du gazoduc transsaharien TGP reliant le Nigeria à l'Europe via l'Algérie et le Niger, avec une capacité d'exportation estimée à 30 milliards de mètres cubes par an. Ce projet constitue un modèle de coopération régionale et de partenariat africain solide. Il contribuera à stimuler le développement économique des pays traversés et à établir une sécurité énergétique commune entre le Nord et le Sud. Pour sa part, le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables Morad Adjel a souligné que la réussite dans le développement d'une trajectoire énergétique future à faible émission de carbone exigeait tout d'abord un effort collectif. On l'écoute. La réussite dans le développement d'une trajectoire énergétique future à faible émission de carbone, un choix stratégique approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, exige un effort collectif pour lancer des projets structurants. L'objectif est de soutenir la création de marchés régionaux de l'énergie à travers la mise en place d'infrastructures dédiées à l'hydrogène et de réseaux énergétiques transfrontaliers, dans un contexte économique favorable, tout en attirant les investissements liés au secteur de l'énergie. Cela constitue un axe central dans les efforts visant à atteindre les objectifs climatiques et de développement durable. Dans cette perspective, l'Algérie œuvre activement au développement et au renforcement de ses infrastructures énergétiques afin de consolider sa position de fournisseur historique, fiable et sécurisé d'énergie, tant au niveau du continent africain que de la Méditerranée et de la scène internationale. Elle encourage fortement l'investissement dans la réalisation de projets communs dans ce domaine.
Et dans ce contexte, le PDG du groupe, Sonatrach Rachid Hachichi, a tenu à rappeler que le renforcement de la coopération africaine dans le domaine de l'énergie représentait un choix stratégique pour promouvoir le développement durable dans le continent. On l'écoute. Le renforcement de la coopération africaine dans le domaine de l'énergie représente pour nous un choix stratégique, non seulement pour répondre à la demande intérieure et extérieure, mais aussi pour promouvoir le développement durable dans nos pays et réduire les inégalités en matière d'accès à une énergie moderne et sûre, pas naturelle entre l'Afrique et l'Europe. L'Algérie, de par sa situation géographique privilégiée et son expérience dans l'industrie des hydrocarbures, œuvre constamment à travers Sonatrach à renforcer sa coopération avec les pays africains, que ce soit dans le domaine de l'exploration, de la production, du développement des infrastructures énergétiques ou dans les filières de la formation, de la recherche et de l'innovation. À ce titre, nous avons toujours exprimé notre volonté d'approfondir et de diversifier les partenariats dans divers domaines. Le NAPEC 2025 s'impose comme un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur, confirmant la position stratégique de l'Algérie en tant que fournisseur clé du marché énergétique européen. Le NAPEC est un rendez-vous maintenant régulier, coutumier, qui montre d'abord l'importance de l'Algérie sur la scène énergétique internationale. Et ce que vient de dire son Excellence, rappeler la fiabilité de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz pour l'Union européenne. Deux acteurs majeurs qui sont au rendez-vous de cette édition, Sonatrach bien sûr et Equinor en tant que compagnie nationale norvégienne détenue à plus de 67% par l'État norvégien et qui consolide bien sûr sa présence à cet événement. Donc, ce que nous constatons année après année, c'est évidemment que l'événement prend de l'ampleur, prend de l'épaisseur, en plus des acteurs historiques dont Equinor fait partie. Nous voyons avec beaucoup de satisfaction aussi l'entrée de nouveaux acteurs qui participeront à l'émergence d'une scène énergétique encore plus forte. C'est vrai que l'Algérie et la Norvège, nous avons des points importants en commun. Nous sommes les deux plus grands fournisseurs d'énergie pour le marché européen. La Norvège de la partie nord et l'Algérie du sud. C'est sûr que l'énergie, c'est un facteur clé pour la stabilité, pour la prospérité et pour manœuvrer dans cette période géopolitique assez compliquée que nous faisons face tout de suite. Et c'est pour ça que cette manifestation NAPEC est un facteur important pour le partenariat, pour les rencontres et pour trouver les meilleurs moyens pour développer ce secteur très stratégique. Et retour sur cet événement avec notre envoyé spécial à Oran, Khaireddine Batache. Bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Une journée telle que l'on attendait, c'est-à-dire une journée qui a connu un grand succès. Et cela est dû, bien entendu, à deux raisons. La première, c'est le NAPEC en lui-même, cet événement qui est devenu en l'espace de quelques années l'une des plateformes, voire la plus importante plateforme du secteur de l'énergie ici en Méditerranée et en Afrique. Pas seulement des énergies hydrocarbures, mais également de l'hydrogène. Il y a cette vision, en effet, de la transition énergétique qui fait partie de la dynamique du NAPEC depuis quelques années. Et donc, l'on parle bien entendu d'une plateforme qui arrive à agréger un certain nombre d'acteurs autour d'elle. La deuxième raison, c'est bien entendu le marché algérien qui devient de plus en plus attractif par rapport aux investisseurs étrangers. Le nombre d'acteurs, de majors présents ici à Oran dans le cadre de ce NAPEC est relativement important. L'on constate la présence de majors américaines, de grandes firmes spécialisées dans les hydrocarbures, mais également dans les énergies renouvelables. Et cela, bien entendu, rejaillit sur l'importance, sur l'écho de cet événement à travers la loi 1913, la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a prouvé son efficacité vu le nombre d'acteurs qui s'intéressent aujourd'hui aux investissements
dans le secteur énergétique en Algérie. Voilà donc le contexte dans lequel s'est déroulée cette première journée du NAPEC. Un dernier paramètre, et non pas des moindres, qui a été rappelé justement par l'expert Jeff Porter, l'un des invités d'honneur de cette 13e édition du NAPEC. C'est l'aspect sécurité qu'offre l'Algérie aux investisseurs. Jeff Porter a bien précisé que l'Algérie reste l'un des très rares pays qui proposent une stabilité au niveau du marché, mais également une sécurisation en matière d'infrastructures. Si l'on constate ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple, ce qui se passe dans la région subsaharienne, c'est-à-dire le sud de l'Algérie, et plus récemment, même également à l'ouest du pays, vu les derniers événements qui se passent au Maroc. Voilà un peu le contexte, les paramètres qui ont été rappelés aux investisseurs, aux acteurs, aux participants à cette 13e édition du NAPEC aujourd'hui, lors de cette première journée ici à Oran. Le ministre d'État, ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a mené une série d'entretiens bilatéraux avec plusieurs présidents et représentants de grandes entreprises mondiales opérant dans le secteur du pétrole et du gaz. Arkab a entamé ses rencontres par des discussions avec une délégation de la société ExxonMobil, conduite par le vice-président chargé de l'exploration et des nouvelles opportunités, John Ardil. Les deux parties ont examiné les opportunités de partenariat et d'investissement ainsi que l'état d'avancement des consultations en cours avec le groupe Sonatrach, notamment dans les domaines de la recherche, de l'exploration, du développement et de l'exploitation des hydrocarbures. Le ministre a également rencontré une délégation de la société américaine Chevron, conduite par le vice-président chargé du développement commercial Joe Cook. Cette rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération avec Sonatrach dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, y compris les activités offshore. Toujours en Algérie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu ce lundi au siège de l'Assemblée l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Alexis Solomatin. Selon un communiqué de l'APN, durant l'audience, Bourali a mis en avant la visite récente du président algérien Abdelmajid Tebboune à Moscou, qui a donné un nouvel élan aux relations stratégiques entre les deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Algérie et la Russie, en diversifiant les échanges et en ouvrant la voie à des partenariats élargis dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ainsi que de la recherche et de la technologie. Pour sa part, l'ambassadeur Alexis Solomatin a exprimé la volonté ferme de son pays de consolider davantage les relations bilatérales entre la Russie et l'Algérie, soulignant que les deux nations entretiennent une coopération étroite dans les domaines politiques, économiques et militaires et que l'Algérie constitue un partenaire stratégique de premier plan pour la Russie. Il a également insisté sur la nécessité d'approfondir la coopération parlementaire entre les deux pays, estimant que le partenariat algéro-russe se caractérise par la profondeur de ses liens et l'étendue de ses perspectives. Le gouvernement somalien a donné son agrément à la nomination de Farid Wahid Dahmen en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale de Somalie avec résidence à Nairobi, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines. La rue ne décolère pas, de nouvelles manifestations de jeunes Marocains à Rabat, initiées à l'appel du collectif Gen Z 212 pour demander de meilleurs services publics de santé et d'éducation. Ces protestations sociales ont lieu dans la capitale et dans plusieurs villes du pays. Le point avec Amel Amzian Zitouni. Ils se rassemblent à nouveau devant le Parlement dans le centre de Rabat, en scandant des slogans hostiles au Marzen, en tapant des mains et entonnant des chants. La jeunesse marocaine ne décolère pas et semble résignée à avoir gain de cause. We are here simply to ask
Nous sommes ici simplement pour demander une meilleure éducation, mais aussi une meilleure santé pour tous les Marocains. En tant que citoyenne marocaine, je suis tout à fait prête à me battre pour mon pays et travailler dur pour obtenir une meilleure éducation et un avenir meilleur pour moi-même et pour tous les Marocains. Nous revendiquons nos droits à l'éducation et à la santé. Ce sont des droits et non des privilèges. Que faire des stades de football? Et quand on regarde les habitants de House qui n'ont encore rien, alors que le stade a été construit et fini en un temps record, dans mon douar à côté de Taroudan, nous n'avons ni hôpital ni pharmacie. Dans la rue, le ras-le-bol général est palpable. Les Marocains se sentent obligés de battre le pavé pour se faire entendre. Leur situation précaire ne leur laisse aucun choix. Tous ont à la bouche les mêmes revendications. Tous disent préférer avoir des structures de santé et d'éducation modernes plutôt que des structures sportives ou autres pour se vanter aux yeux du monde. Nous ne sommes pas contre le pays ni contre la construction des stades de football ou des salles d'opéra. Mais comme on veut être fier de ce genre de réalisation, nous voulons aussi pouvoir être fiers de nos hôpitaux et de nos universités. Sa Majesté le Roi, vous êtes responsable de votre peuple. Nous sommes sous votre responsabilité. Nous vous demandons de mettre un terme à cette situation. Nous vous demandons de sauver ces jeunes en perdition. Nous demandons un bon système éducatif qui assure une bonne éducation. Je demande une éducation de qualité pour mes filles et pour tous les enfants du peuple marocain. La mobilisation populaire au Maroc s'intensifie de jour en jour. La répression, les violences policières et les arrestations arbitraires ne semblent avoir aucun impact sur la détermination de la jeunesse marocaine. Une jeunesse avide de justice et d'une vie digne. Toujours au Maroc, où des dizaines de milliers de Marocains ont de nouveau manifesté dimanche à Rabat contre la poursuite de la normalisation des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste qui intensifie ses agressions génocidaires contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis 2 ans. Venus en nombre imposant, les manifestants qui ont sillonné les principales rues de la capitale marocaine ont scandé plusieurs slogans contre la poursuite et la généralisation de la normalisation avec l'entité sioniste dans tous les domaines. Nous faisons partie de ce groupe de travailleurs engagés pour le soutien à la Palestine à l'occasion du 2e anniversaire de l'opération At-Toufan, symbole de résistance pour la libération de la Palestine et du rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Nous lançons un appel à vous ainsi qu'au véritable peuple marocain pour poursuivre la mobilisation et le hirak populaire dans toutes les places et rues jusqu'à la libération complète de la Palestine et la fin de la normalisation. En hommage aux martyrs par fidélité à la Palestine et sa vaillante résistance pour Al-Quds et Al-Aqsa, nous affirmons notre refus de la normalisation et du sionisme. La représentante du Front Polisario en Allemagne, Najat Hadli, a appelé au renforcement de la solidarité internationale et au soutien des efforts des Nations Unies et des droits de l'homme pour mettre fin à l'occupation marocaine et permettre au peuple sahraoui d'accéder à la liberté et à la dignité. Nous appelons au renforcement de la solidarité internationale et au soutien des efforts des Nations Unies et des droits de l'homme pour mettre fin à l'occupation marocaine et permettre au peuple sahraoui d'accéder à la liberté et à la dignité. La question sahraoui représente le dernier enjeu de décolonisation en Afrique. Le peuple sahraoui reste marginalisé dans les processus décisionnels et privé de bénéfices économiques. L'exploitation des territoires occupés du Sahara occidental pour des projets s'inscrit dans la continuité de formes de colonialisme économique sous couvert de transition énergétique. Nous appelons à une vision libératrice pour garantir la justice climatique et protéger les droits du peuple sahraoui. Et au Soudan, le syndicat des journalistes soudanais a annoncé la mort de 32 journalistes depuis le déclenchement du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide le 15 avril 2023.
Depuis le début du conflit armé dans le pays jusqu'à hier, 32 journalistes ont été tués. Plus de 5000 violations à l'encontre des journalistes ont été recensées durant cette période, notamment des arrestations, des détentions et des agressions physiques. Je lance un appel aux organisations internationales pour intervenir et protéger les journalistes. Toujours au Soudan, plus de 1200 familles ont été déplacées à la suite d'inondations dans la ville de Bahri, située dans l'état de Khartoum. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, les inondations ont détruit 5 habitations et causé des dégâts partiels sur la majorité des autres maisons du secteur. Selon les statistiques officielles, plus de 125 000 personnes ont été affectées par les pluies et les inondations depuis le 30 juin. Ces inondations surviennent alors que le pays est en proie à une guerre opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide depuis avril 2023, un conflit ayant fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Et au Burkina Faso, plusieurs terroristes, dont des chefs terroristes, ont été neutralisés ces dernières semaines, dont des opérations antiterroristes menées par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans plusieurs localités du pays, selon la radiodiffusion télévision du Burkina. Lors de ces opérations qui se sont déroulées dans l'est, l'ouest et le nord du pays, des terroristes ont été capturés et du matériel récupéré. Plusieurs bases terroristes ont également été bombardé avec succès par l'aviation burkinabé. En Somalie, l'armée somalienne a pris lundi de nouvelles zones de la région du Bas Jabel dans le sud du pays au groupe terroriste Al-Shabaab. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'opération baptisée Tempête silencieuse. L'agence de presse somalienne a rapporté que l'opération militaire comprenait le village Taoukal et plusieurs sites utilisés par le groupe terroriste comme cachette. Elle a précisé que les forces armées avaient détruit les grottes et les abris utilisés comme cachette. Les forces somaliennes combattent le mouvement terroriste Al-Shabaab depuis plus de 10 ans et ont réussi ces derniers mois à reprendre plusieurs zones vitales du centre et du sud du pays. Et un mot de sport à présent, en marge des travaux de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a participé à la réunion de la zone de l'Union du Nord de l'Afrique de football. Les discussions ont porté sur l'organisation des compétitions régionales, notamment le tournoi des moins de 18 ans prévu en Algérie en décembre prochain. On clôture ce journal avec un mot de culture et nous allons parler ce soir de la 17e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger qui s'est clôturé hier soir à Alger par la remise de prix aux lauréats des différents concours. La dernière journée du FIBDA a été marquée par la remise de prix aux lauréats des ateliers du 9e art dans les catégories jeunes, enfants et étudiants de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger ainsi qu'à ceux de l'atelier de création et de design 3D. Outre la distinction de la délégation égyptienne invitée d'honneur de cette année, le commissaire du festival Salim Brahimi a indiqué que cette édition avait connu la participation de 16 pays, une forte affluence du public, notamment lors du week-end, ajoutant que ce festival a été ponctué par un espace dédié à la présentation d'œuvres créatives de 10 bédéistes palestiniens documentant la mémoire des Gazaouis et relatant leur souffrance et leur résistance face à la politique de déplacement forcé et au génocide. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur A24 News. À demain.